Salut! Aujourd'hui, je réponds à vos questions sur la gouvernance partagée ou comment travailler en collectif sans avoir de chef. Est-ce que tu aurais des exemples de choses qui n'ont pas marché pour vous? Et si une personne bloque par son attitude, sa présence est-elle remise en question? Malheureusement, tout groupe a besoin d'un leadership et ça me désole parce que j'aspire exactement à l'inverse. Vous avez été curieux et sceptique, le programme s'annonce très intéressant. Je vais faire allusion aux outils de la sociocratie dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Tu pourras aller la voir après, mais j'ai fait en sorte que tu puisses suivre cet épisode même si tu l'as pas encore vu. Et regardez, on a déplacé toute l'animalerie à côté de chez moi. Oh là là, il y a tout le monde. C'est le nouveau couple d'oies ici. Le jar. Bonjour vous. Bonjour. Abyss. Et regardez, il y a une surprise. On a un bébé agneau. Oh, regardez. Oh, il est trop mignon. Elle le protège trop bien. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, comme il est petit. Coucou. Coucou le petit. Oh non. Qu'est-ce que c'est? Coucou. Ouh, la petite queue. Ils sont sous leur lampe chauffante, comme ça il a bien chaud. Il a seulement 3 jours là. Oh, et ça c'est son papa. Oh ma petite Abyss, t'es toute seule. Bon allez, au revoir tout le monde. On rentre pour la suite de la vidéo. Ouh là 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 là. C'est clair que travailler en collectif sans chef ni patron, ça déstabilise, c'est même peut-être complètement mystérieux pour les débutants, et ça peut inquiéter. Et pour cause, il y a tout un tas d'obstacles et de défis à relever quand on est dans ce mode d'organisation horizontale. Vous en avez relevé plusieurs dans vos questions, et j'en ai listé d'autres qu'on verra à la fin. Déjà, vous avez été nombreuses à faire le parallèle entre la gouvernance partagée et le cadre familial. C'est carrément possible, les outils de la sociocratie sont bien adaptés pour un petit groupe en famille. À vous de les adapter à votre sauce pour que ce soit pratique et aussi que ce soit plaisant, voire amusant. Je trouve même ça super de vous initier à la gouvernance partagée avec vos proches. C'est un cadre où on se sent souvent plus en sécurité qu'avec des inconnus ou des collègues. On ose plus s'exprimer, se confier et être vrai. Et en plus, ça fait participer les enfants. Vous pouvez imaginer plein de choses chouettes pour bricoler des tableaux, dessiner les règles de fonctionnement et les afficher. Ça promet de beaux moments ensemble. Première question de Thomas. Est-ce que tu aurais des exemples de choses qui ont été faites dans ce cadre qui n'ont pas marché pour vous? L'exemple le plus parlant de truc qui n'a pas marché, c'est quand on a commencé à mettre en place de nouveaux outils. On a eu un temps d'adaptation pour se les approprier et les modifier pour qu'ils correspondent à notre groupe. Par exemple, l'affiche que j'ai créée pour une réunion de synchronisation, elle a bien évolué. Au début, j'avais proposé un modèle, on l'a essayé plusieurs semaines, et vu que c'est toujours quelqu'un d'autre de l'équipe qui fait l'animateur de réunion, donc qui a l'affiche sous les yeux avec le déroulé, je me suis rendu compte qu'il y avait des parties qui étaient pas claires pour les autres, en fait qui étaient même que claires pour moi. J'ai donc modifié l'affiche pour qu'elle corresponde mieux au groupe entier, pour que tout le monde soit à l'aise avec l'outil. Pour que la gouvernance partagée fonctionne, il faut que tout le monde soit à l'aise avec les outils que vous mettez en place. En fait, les outils qui sont proposés en sociocratie, c'est juste des bases, des guides. Si on se met à les faire au pied de la lettre, comme dans la théorie, on devient des robots qui appliquent des protocoles. Il faut que les outils s'adaptent aux besoins du groupe. Par exemple, selon votre fonctionnement ou le type d'activité qui vous réunit. Mais il faut aussi qu'ils s'adaptent au tempérament des individus. Si la majorité du groupe n'est pas à l'aise avec les protocoles rigoureux, il faut transformer les protocoles en outils plus fluides, plus pratico-pratiques, ou bien se faire accompagner ponctuellement par un facilitateur externe qui saura appliquer un protocole si besoin pour les sujets plus tendus ou des périodes de crise. Après, je dirais que notre équipe a un point faible, c'est la planification. Autant on est devenu plutôt bon pour s'exprimer sans jugement, écouter les autres, avoir des débats constructifs même en cas de désaccord, autant quand il s'agit de planifier un plan d'action avec qui fait quoi et quand, j'avoue que c'est souvent moi qui insiste pour qu'on planifie quelque chose avant de quitter la réunion. C'est un point de vigilance, ça s'améliore lentement avec les années, mais parfois il y a juste des tempéraments différents et faut l'accepter. C'est bien que les membres de l'équipe se complètent. J'avais d'ailleurs parlé de ça dans ma vidéo sur le rêve du dragon, je vous remets le lien dans la description, c'est bien complémentaire. À part ça, honnêtement, depuis qu'on utilise ces quelques outils de base de la sociocratie, notre groupe se porte mieux. Mes souvenirs les plus difficiles remontent à avant l'utilisation de ces outils. Par exemple, le système de référent nous a sauvés et on va continuer de l'utiliser encore plus.
Pour illustrer, avant de l'utiliser, l'équipe de production maraîchère, donc ceux qui bossent dans les champs, ne se dispatchait pas les tâches à des référents. Résultat, pour faire un truc, par exemple installer les tuyaux d'irrigation, tout le monde donnait son avis pour organiser le chantier, ça prenait des dizaines de minutes. La moitié de l'équipe était frustrée de ne pas se sentir écoutée, l'autre était frustrée d'avoir perdu du temps à parler pour rien, et l'ambiance était plombée pour la matinée. Maintenant, on choisit à l'avance un référent pour cette tâche, il réfléchit à l'organisation du chantier dans son coin, et quand l'équipe arrive le matin, il dit comment ça se passe et on exécute. C'est un gain de temps, d'énergie, la satisfaction d'un travail efficace et la gratification du travail du référent. Et vu qu'on veille à rendre tout le monde référent de quelque chose, tout le monde y trouve son compte. Après, faut pas croire que c'est toujours tout rose non plus. C'est pas parce qu'on est en gouvernance partagée qu'on est toujours tous heureux. Il y a évidemment des sujets de discorde et on a tous des avis butés sur certains points. Je dois bien l'admettre, dans notre équipe, la satisfaction n'est pas toujours à 100%, mais c'est justement le principe de la sociocratie. Permettre au collectif d'avancer et de prendre des décisions, même quand tout le monde n'est pas d'accord. Par contre, c'est arrivé que des salariés ne trouvent pas du tout leur compte, je pense à un ancien collègue en particulier. Autant la gouvernance partagée, ça lui parlait bien, autant il avait des convictions écologiques si extrêmes en production maraîchère qu'il ne pouvait pas se projeter de rester chez nous. Il était tout le temps frustré par l'utilisation des tracteurs, des bâches d'ensilage, des fertilisants même naturels. C'était un problème de valeur fondamentale. Et à l'inverse, on a eu d'autres collègues qui ne voulaient pas s'impliquer dans la gouvernance, qui voulaient pas devenir associés, et qui sont finalement partis par manque d'implication. Donc on voit bien qu'un groupe humain c'est délicat, l'harmonie est difficile à trouver. Quand ça marche, ça se cultive comme une plante, mais parfois c'est incompatible et on peut rien y faire, faut savoir faire le deuil de certains départs. Prochaine question de Transfixit. J'imagine que la communication asynchrone et donc écrite ne s'applique pas trop dans votre contexte. Si oui, très curieux de savoir comment vous l'organisez. Alors si l'écrit ça sert, c'est vrai que dans la vidéo sur les outils, j'ai beaucoup parlé des réunions et des prises de décision où l'oral est le plus important. Alors voilà à quoi nous sert l'écrit. Pour les réunions de synchronisation, qui concernent le travail habituel de la semaine, on prend des notes au fur et à mesure de la réunion sur un grand tableau blanc pour noter qui fait quoi et tout le planning de la semaine. Comme ça, tout le monde a la visibilité au fil des jours, mais on l'efface la semaine suivante puisqu'on n'a pas besoin d'archiver ces infos. Pour les réunions de stratégie qui vont concerner les prises de décision à débat ou des événements particuliers, une personne se désigne secrétaire et elle prend les notes précises pour qu'on se souvienne des avis de chacun, de ce qu'on a voté ensemble et de ce qui est important de retenir. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Il n'y a rien de plus important que d'avoir une trace de ce qui a été décidé ensemble, parce que sans ça, vous allez voir, chacun se rappellera de ce qu'il arrange, et vous pourrez avoir exactement le même débat dans quelques mois. Ça nous est arrivé plusieurs fois dans mon équipe, je savais exactement ce que les gens allaient répondre au débat, parce que tout le monde garde les mêmes arguments au fil du temps. Alors dans ce cas, je sors le compte-rendu qu'on avait écrit pour rafraîchir la mémoire à tout le monde et écourter le débat qu'on est en train de radoter. Prochaine question de Anne-Lise qui écrit une question, et là j'ai rigolé parce que la question c'est un paragraphe de 10 lignes avec 6 points d'interrogation. Est-ce que cette méthode donne place à la présence dans le groupe d'une personne plus faible par sa compréhension, ses capacités ou même par son non-engagement à la méthode? Doit-on tous à chaque instant du process adhérer? Et si une personne bloque par son attitude, sa présence est-elle remise en question? Le groupe ne fonctionne-t-il que sur la base de l'engagement de tous, sinon rien? Je te pose cette question parce que je veux réfléchir à glaner des techniques pour les pousser sur les plans de la famille ou associatif, dans des cadres où l'humain est très enclin à avoir besoin de trouver sa place, voire même d'imposer son point de vue avec un besoin de reconnaissance. Est-ce que c'est possible tout de même? Car dans la société imposée et non choisie, un clan non uni, cette méthode peut-elle trouver sa place? Je vais répondre à tes questions l'une après l'autre. Par rapport à la place des personnes qui seraient plus faibles, j'imagine que tu fais allusion à des personnes qui ont un handicap mental ou physique, et aussi aux enfants. Je pense qu'en effet, il ne faut pas faire de discrimination et qu'il ne faut pas non plus les sous-estimer. Même si je suis pas du tout calé avec ce genre de public, avec un peu d'imagination et de patience, je suis sûr qu'il y a moyen de les inclure au processus. Doit-on tous adhérer au processus pour que la gouvernance partagée fonctionne? Oui, il faut que toutes les personnes appliquent le process, en tout cas toutes celles qui participent à la gouvernance. C'est un peu comme un règlement intérieur. Si quelqu'un refuse d'appliquer le process ou n'est pas d'accord avec le cadre de sécurité, on pourra en discuter ensemble pour le redéfinir si besoin. Je rappelle que la base de la gouvernance partagée, c'est de décider tous ensemble la façon dont on a envie de travailler ensemble. Le code de conduite pourra donc être modifié dans le temps, selon l'arrivée de nouvelles personnes, un changement de besoin, etc.
Mais si les règles en place ne plaisent pas à quelqu'un et qu'on ne trouve pas le moyen d'intégrer ses revendications à la gouvernance partagée, alors oui, sa place peut être remise en question. Et d'ailleurs, dans tout collectif, aussi bienveillant soit-il, il faut penser à un processus d'exclusion dans le règlement intérieur pour savoir quoi faire le jour où il y a malheureusement besoin. Pour en revenir à ta question, autant il faut que tous les gouvernants soient OK avec la gouvernance partagée, autant on ne peut forcer personne à participer à la gouvernance. Si des gens ne veulent pas prendre de décision ni participer au débat, c'est ok. Mais dans ce cas, ils devront respecter ce qui aura été décidé sans le remettre en question. C'est ça, être responsable de ses choix. Si je choisis de ne pas prendre part à la gouvernance, j'accepte les décisions de la gouvernance. Si je veux donner mon avis, faire des propositions, alors je participe à la gouvernance. Tant qu'un espace est proposé à chacun pour s'exprimer, libre à chacun de le saisir ou pas. Maintenant, pour croiser avec ta question sur les personnes avec des capacités plus faibles, ce sont des compromis à trouver. Tu parles de la société imposée et non choisie, j'imagine que tu parles de personnes en situation difficile, peut-être de placement. Je suis sûr que tu pourras trouver des façons d'accompagner ces personnes dans des processus de prise de parole et de décision avec les adaptations nécessaires. Dans ce cas, plutôt que de parler de gouvernance, il y aura plutôt des outils à piocher du côté des écoles démocratiques, où les enfants ont des responsabilités et mettent en pratique des fonctionnements collectifs dès un très jeune âge. En tout cas, j'adore ton initiative, c'est très courageux de te lancer là-dedans, mais ça peut apporter beaucoup de bien, donc je te souhaite d'y arriver. Je continue avec un retour d'expérience de Yoran. Depuis un peu plus de 6 ans, je fais partie du conseil syndical de ma résidence. Par expérience professionnelle, je me permets de partager mon vécu en contradiction avec cette vidéo sur la gouvernance partagée. Car malheureusement, le communautarisme a du mal à être efficace selon moi. Et c'est bien dommage, car la théorie est fort séduisante. Par définition, un conseiller syndical n'est soumis à aucune obligation. Par définition également, un conseil syndical pilote sa résidence. Dans mon cas, nous sommes 10 et il y en a à peine 4 qui sont actifs. Les autres regardent, c'est très lourd à gérer lors d'un vote où la majorité est requise. Résultat, à un moment, un pitbull se met à aboyer pour remettre les moutons dans le rang, et ça marche. On en est au point où les copropriétaires du conseil syndical se laissent aller parce qu'il y a des gens qui sont réactifs par ailleurs, jusqu'à recadrage. Là où je veux en venir, c'est que malheureusement, tout groupe a besoin d'un leadership, et ça me désole car j'aspire exactement à l'inverse, mais par expérience dans notre culture française globalement, nous ne sommes pas prêts. Ton partage me fait de la peine, je regrette de lire que dans ton conseil syndical ça se passe pas comme tu voudrais, mais je te souhaite courage, c'est pas une règle générale, contrairement à ce que tu penses. Je vais essayer de te répondre comme je peux, sachant que je connais pas ta situation dans les détails, donc pardonne-moi si je fais des maladresses. Si je reprends mon exemple à la ferme, nos rayons de stratégie ne sont pas obligatoires non plus, et on les fait bénévolement, parce qu'on considère que c'est du temps qu'on investit en tant qu'associé de notre coopérative. Sur les 7 membres de l'équipe, on est souvent entre 5 et 7 aux réunions de stratégie. Ce que je veux montrer par là, c'est qu'on ne peut pas faire une règle générale à partir d'un cas particulier. Chez vous, vous avez actuellement peu de présence, mais ça peut changer, et chez nous, on en a beaucoup, et ça peut changer aussi. Alors ça me peine quand je te vois écrire « le communautarisme a du mal à être efficace ». Je sais que c'est pas facile à mettre en place. Chez nous, ça a mis plusieurs années avant qu'on se sente à l'aise, et selon les membres du groupe, ça facilite les choses ou ça les rend plus compliquées. Mais ce qui me fait le plus de peine, ce serait que tu perdes espoir, que t'abandonnes. La dynamique dans ton groupe peut évoluer et il y a sûrement des choses à mettre en place que vous n'avez peut-être pas encore essayé. Et je vais t'en proposer différentes après. En tout cas, chez nous aussi, on a des membres plus impliqués que d'autres. Le fondateur et sa femme sont ultra impliqués, d'autant qu'ils sont propriétaires du terrain. Tout ce qui se passe ici les concerne personnellement aussi. Et c'est pareil pour moi qui habite sur place, j'ai plus d'implication vu que c'est en grande partie chez moi. La gouvernance partagée, avec la règle dire ou ne pas dire, c'est aussi accepter que tout le monde n'est pas au même niveau d'implication. Par contre, tout le monde doit avoir la même opportunité de prendre sa place, créer un cadre de confiance, donner de la place pour s'exprimer, rester dans la bienveillance en se disant que chacun donne le meilleur pour le collectif, même si cette quantité de meilleur est petite chez l'un et grande chez l'autre. Il y a un truc qui me fait tiquer dans ton commentaire. À un moment, un pitbull se met à aboyer pour remettre les moutons dans leur rang. En lisant entre les lignes, j'ai l'impression que dans votre groupe, vous n'avez pas de cadre de sécurité ni de protocole. Est-ce que par exemple vous avez déjà pris un temps pour discuter de la manière dont vous voulez organiser vos réunions, de la manière dont vous voulez vous répartir les tâches, de comment vous voulez travailler ensemble ? J'ai le sentiment que tu aspires profondément à la gouvernance partagée, mais qu'actuellement t'es déçu parce que t'as l'impression que ça ne fonctionne pas. D'après ce que j'ai lu, j'ai l'intuition qu'en fait vous n'êtes pas en gouvernance partagée, vous êtes en freestyle un peu. Je sais pas comment fonctionne un conseil syndical, peut-être que sur le papier tout le monde a le même poids et les mêmes pouvoirs,
Mais dans les faits, si vous ne parlez pas ensemble, les personnes au tempérament fort vont prendre le dessus sur les personnes au tempérament timide, et la gouvernance partagée sera inexistante. Pour qu'elle existe et qu'elle soit opérationnelle, il faut prendre soin de la gouvernance partagée, il faut faire l'effort de l'appliquer, et avant de commencer à prendre des décisions collectives pour votre résidence, il faut d'abord se réunir pour se mettre d'accord sur un mode de travail collectif. Pour ça, le mieux, c'est de se faire accompagner par une personne externe, spécialisée, qui pourra vous proposer des solutions sur mesure. Je rebondis maintenant sur la partie « Malheureusement, tout groupe a besoin d'un leadership ». Je suis d'accord avec toi, mais je trouve pas ça malheureux. Tout groupe a besoin d'un leadership, et en gouvernance partagée, ce leadership se formalise avec le principe de référent qu'on a vu. Mais si je comprends bien, tu utilises le mot leadership pour dire leader. Tout groupe a besoin d'un leader, ce fameux pitbull dont tu as parlé et qui fait le chef, qui fait la police. Je tiens donc à apporter une nuance, parce qu'autant je suis d'accord pour dire que tout groupe a besoin d'un leadership, autant je suis pas d'accord pour dire que tout groupe a besoin d'un leader. À mon sens, et par expérience, il est tout à fait possible d'avoir un groupe sans leader, mais avec du leadership. Pour rendre tout ça français, un groupe peut ne pas avoir de meneur, mais quand même avoir de la gestion. C'est ce qu'on retrouve dans les communautés anarchiques, par exemple, où l'organisation n'est pas imposée par un seul chef, mais choisie et appliquée par le groupe. Et c'est aussi le cas dans les communautés en autogestion. Pour avoir participé plusieurs fois à des événements organisés comme ça, je vous assure que ça peut fonctionner, à condition que le cadre soit clair et approuvé par tous les gens qui y participent. La gouvernance partagée, c'est un autre exemple de contexte sans meneur, sans chef et en autogestion. Ça marche, mais il faut s'en donner les moyens ensemble, persévérer et laisser le temps à chacun de s'approprier ces outils novateurs, et trouver sa place soi-même au sein d'un groupe où personne ne sera derrière vous pour faire la police ou faire le parent. En fait, en gouvernance partagée, tout le monde doit être son propre meneur. C'est comme ça que ça marchera le mieux. Et malheureusement, on peut pas forcer les gens à le devenir. Tu finis ton commentaire par « Dans notre culture française, globalement, nous ne sommes pas prêts ». Je suis d'accord avec toi, il faut que les gens aient envie de partager la gouvernance pour que ça marche. Si ça se trouve dans ton groupe, la gouvernance partagée n'est peut-être simplement pas le modèle qui vous correspond. Mais ça veut pas dire non plus qu'il faut baisser les bras. Il y a peut-être des petits pas à faire. Est-ce que vous avez déjà fait un cadre de sécurité par exemple? Rien que ça pose les bases et ça peut être énorme pour certaines personnes qui connaissent rien d'autre que la gouvernance hiérarchique de subordination avec des patrons, des managers, des N+1, N+2, etc. Actuellement, si la majorité des gens ne sont pas prêts pour ce mode de gouvernance, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Grâce à des gens comme toi, ou comme nous, on peut faire découvrir cette façon de fonctionner et ces outils. Si c'est trop lourd pour toi de porter cette charge d'apprentissage dans ton groupe, ou si c'est trop chargé émotionnellement, tu peux faire appel à un facilitateur spécialisé, ça sera une personne neutre qui accompagnera votre groupe avec des ateliers ludiques et participatifs. Ça permettra à votre groupe de vivre un moment particulier qui va vous sortir des sujets habituels, vous allez vous connaître sous un autre angle, et peut-être que ça va vous souder, clarifier les envies d'engagement de chacun, et peut-être rééquilibrer les choses. Pour finir de te répondre, j'ai une question. Tu dis que tu aspires à la gouvernance partagée, mais est-ce que tu as déjà formulé cette envie très explicitement à ton groupe? Ça peut être un premier pas pour voir où les autres se situent avec ça, et aller plus loin ensuite. Finalement, quand on se lance dans la gouvernance partagée avec son groupe, il y a plein de pièges dans lesquels on peut vite tomber. Avoir envie de mettre tout le monde d'accord en cherchant des consensus, ce qui rend les prises de décision lentes et qui peut aboutir à des blocages, des impasses, puisqu'on risque de tomber dans des situations où on ne trouve pas de compromis. C'est pour éviter ces impasses qu'on utilise la prise de décision par consentement. Manquer de clarté et de structure dans l'organisation, notamment si les rôles et les responsabilités sont flous, ce qui peut entraîner des incompréhensions, des quiproquos et donc de la frustration parce que les projets n'avancent pas vite ou n'avancent pas dans la direction qu'on pensait. Découvrir la gouvernance partagée dans un collectif trop grand avec trop de monde d'un coup ou en croissance rapide avec des nouvelles personnes qui arrivent fréquemment. Il vaut mieux commencer par des groupes d'une dizaine de personnes maximum pour s'entraîner à utiliser les outils et attendre que le groupe soit à l'aise avant de s'agrandir. Ne pas se rendre compte des déséquilibres invisibles dans le groupe. Ça peut être dans les différences de personnalité, introvertis qui n'oseront pas parler facilement contre les extravertis qui auront une plus forte influence même sans s'en rendre compte, ou bien des personnes qui ont moins de compétences et qu'on aura tendance à moins écouter ou à moins prendre au sérieux, ou encore des personnes qui sont moins disponibles, qui seront plus souvent absentes et qu'on risque d'exclure inconsciemment du groupe en la tenant moins au courant des discussions, en oubliant de lui demander son avis, etc.
Faire reposer le processus sur des membres clés, par exemple, qui ont plus de facilité à diriger un groupe et à prendre le rôle de facilitateur et d'animateur de réunion, ça risque de rendre ces personnes indispensables, ce qui rend le collectif fragile et vulnérable dans le cas où ces personnes sont absentes ou voire quittent le groupe. Idéaliser le fonctionnement. Parfois on s'imagine que la gouvernance partagée, c'est l'égalité parfaite entre tous les membres, dans la répartition des tâches, la quantité de responsabilités et de participation. Mais dans les faits, l'implication des membres sera différente, chacun donnera ce qu'il peut selon ses disponibilités, son énergie, ses préférences, et ça évoluera dans le temps. On peut aussi penser que la gouvernance partagée, c'est la transparence totale, mais tout le monde n'est pas obligé de toujours être informé de tout. Il faut savoir doser ce qui doit être décidé ensemble et ce sur quoi on peut prendre des initiatives. Il y a des choses importantes à communiquer à tout le monde, mais il y a aussi plein de petites choses qu'on peut économiser. Retenez que le temps en collectif est précieux et que ce serait dommage d'encombrer les discussions avec des détails superflus. Mal gérer la charge émotionnelle et les conflits. Les désaccords peuvent être amplifiés dans un cadre collectif où chacun a une voix, et le besoin constant de dialogue et de compromis peut générer une lassitude ou un épuisement. C'est pour ça qu'il est primordial de définir ensemble un cadre de sécurité, des protocoles de tour de parole et s'y tenir. Sous-estimer la culture collective. Certaines personnes peuvent préférer des modèles hiérarchiques plus traditionnels et ne sont pas prêtes à jouer le jeu du collectif. D'autres peuvent aimer le concept de gouvernance partagée dans la théorie, mais ont beaucoup de mal à l'appliquer concrètement parce qu'elles sont encore trop conditionnées par le système classique. Ça demande un changement profond de mentalité qui peut être long. Être bloqué par un cadre judérique qui impose une hiérarchie verticale et qui rend donc difficile la mise en pratique d'une hiérarchie horizontale. Mais en général, on peut mettre en place la gouvernance partagée dans tous les types de structures où il peut y avoir plusieurs associés, comme les associations, coopératives, SCI et bien d'autres. Il peut aussi arriver que des partenaires externes aient du mal à collaborer avec un collectif sans leader identifié. Les concepts de référents peuvent facilement pallier à ça. Pour résumer, on a vu plusieurs choses à faire pour mettre toutes les chances dans la réussite d'une gouvernance partagée. La formation, pour que le groupe apprenne les principes humains qui se jouent dans ce type de gouvernance peu connu. Utiliser des outils adaptés pour structurer la gouvernance, issus de méthodes comme la sociocratie, l'holacratie ou l'autogestion. La clarté, en mettant en place des règles explicites, des rôles tournants et des processus bien définis. La facilitation, il ne faut pas hésiter à faire appel à une personne neutre et compétente, externe au groupe, pour accompagner les prises de décision délicates. Et la patience et le lâcher-prise, il faut accepter le fait qu'apprendre à travailler en collectif, c'est long, il y aura des loupés, et que les relations humaines ne sont pas stables et sont toujours en mouvement. En anticipant ces obstacles et en adaptant les pratiques en fonction des besoins du collectif, la gouvernance partagée peut devenir un modèle efficace, durable et même épanouissant. Quand je fais des vidéos plus techniques comme celle-ci, elles ont moins de visibilité parce qu'elles intéressent moins le grand public. Alors si elle t'a été utile et que tu vas en tirer quelque chose de concret, n'hésite pas à y contribuer à prix libre pour donner de la valeur à mon travail. C'est possible via ma page Tipeee ou directement via mon compte PayPal, les liens sont dans la description. Je t'en serai super reconnaissant et je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont déjà franchi le cap, vous êtes mes rayons de soleil. Pour aller plus loin, tu peux cliquer sur l'épisode précédent où je te montre les outils de la sociocratie qu'on utilise avec mon équipe depuis 4 ans. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux le faire, ça me fait un soutien moral très important. Prenez soin de vous, de vos relations en collectif et à bientôt dans une prochaine vidéo.